En 2021 et 2022, plusieurs habitants de la Maurienne et d'anciens salariés de l'Onera ont accepté de nous recevoir pour parler de leurs années passées au centre de Modane-Avrieux, cette mystérieuse usine à vent installée au cœur de la Maurienne. Entre passion du métier et esprit grande famille, entre sommets enneigés et gigantesques cylindres d'acier, les propos donnent à voir des hommes attachés à leur travail, connaissant la particularité de leur mission, à la croisée de l'ingénierie, d'enjeux industriels et militaires, évoluant au gré des mutations technologiques et sociales. Voici quelques-uns des témoignages qu'ils nous ont confiés. Je disais qu'à l'Onera, on a toujours été entre 150 et 200 personnes, parfois même un peu plus. Mais voilà, donc c'est quand même une petite entreprise et qui était située en plus à Modane, où c'était quand même un endroit assez, un lieu de montagne, voilà, concentré. Et du coup, on se connaît tous assez bien finalement. On sait qu'un tel, on connaît. On sait qu'un tel, par exemple, on connaît ses loisirs, sa vie, quoi. Déjà parce que les gens étaient un peu concentrés sur Modane, hein, donc il y a beaucoup de gens se voient en dehors du travail. Ouais, et puis on a tous des activités que l'on pratique ensemble, quoi. Donc c'est vrai que ça familiarise aussi, ça favorise, je veux dire, pas la familiarité, c'est pas le bon mot, mais ça favorise le rapprochement des personnes. Ouais. Ben, on était autour de 200 personnes. Ouais. Alors il y avait déjà une trentaine d'ingénieurs, hein. Majorité à l'époque Gazar, des arts métiers, comme c'était un peu la construction. Puis tout doucement, il est venu des centraliens, pas nombreux, polytechniciens, pour les mesures, les travaux, les essais. Et il y avait bien, quand j'ai quitté, une 20-25 ingénieurs. Ouais. On a l'impression de participer à quelque chose de plus large, de plus grand, de plus... Voilà. Et petit à petit, on s'aperçoit, tiens, mais oui, en fin de compte, s'il n'y avait pas ça, le Concorde, il n'aurait jamais volé. Ariane n'aurait jamais volé. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut ressentir. Voilà. Et puis à l'époque, il y avait quand même des choses qui étaient... Je dirais que l'Onera Modane à l'époque, c'était des choses où on était en avance sur beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve qu'il y avait un aspect équipe qui était assez fort. Hein. Parce que moi, quand j'étais responsable d'S2, là, on a eu un pépin sur la soufflerie. Une année, c'était fin décembre. Si vous voulez, dans les tuyaux, il y a des grillages qui sont là pour freiner l'écoulement et pour le rendre régulier. Ça va vite d'un côté, un peu moins vite de l'autre, mais on a une répartition de vitesse qui est meilleure. Et ces trucs-là ont cassé. Alors attention, hein, c'était une chambre de tranquillisation, c'était des machins qui faisaient 10 mètres sur 10 mètres, enfin des trucs comme ça, plus chaud, mais enfin c'est très grand. Et puis il y en avait 8. Et alors, on était avec un set d'assaut, là, et il fallait le plus rapidement possible. Et bien là, tout le monde s'est mis. Mon chef a recalculé les grillages, les choses comme ça. Moi, je me suis occupé des démontages, choses comme ça. Et je ne sais même pas si on n'a pas travaillé le jour de Noël ou le Noël pour... Ah non, mais là, ça y était. Hein. Tout le monde était là-dessus. En fait, tout le monde est venu m'aider. Hein. Et on a réussi. L'organisation faisait un peu penser au fonctionnement d'un navire dans lequel il y a les officiers de pont, hein, qui affirment qu'ils font tout, et puis les officiers mécaniciens qui en réalité font marcher la machine. Hein, et donc ces doubles structures existaient et elles interféraient forcément très fortement puisque ceux qui assuraient la fourniture de tous les éléments fournissaient les éléments essentiels pour faire tout ce qui suivait. Alors, quand je suis arrivé, j'ai senti quand même ce que j'appellerais une grande famille. Et j'ai été très vite accepté et intégré. Il faut se rendre compte, c'est que tout le monde est indispensable. Quelle que soit sa spécialité, son niveau hiérarchique, on a besoin de tout le monde. Et je sais que personnellement, bon, alors il y avait les techniciens de mesure avec qui j'étais en relation très souvent, mais c'est arrivé qu'il y ait besoin d'intervention sur la maquette.
parce qu'on a des capteurs à aller voir, etc. Et bien là, on demandait à un monteur jamais j'aurais pris un tournevis pour aller intervenir sur la maquette, parce que c'est trop délicat. Mais donc, voilà, chacun à son niveau est indispensable. Ouais. L'équipe, donc il y avait un chef de soufflerie, Serpin était chef de soufflerie, il y avait une équipe de développement Onera aussi, qui s'occupait de tout ce qui est du programme d'essai en lien avec le client, parce que nous on mettait en place les maquettes, les branchements, tout ça. L'équipe de dépouillement et d'enregistrement, c'était une équipe Onera, donc eux ils faisaient leur branchement numérique, patati patata, en lien avec le client, parce que le client venait aussi avec un ingénieur, avec leurs techniciens, mais aussi les compagnons. Et puis, il y avait donc les turbines, parce que nous, on commandait, mais il fallait que, pour commander, c'est les turbines qui nous envoyaient la puissance. Nous, on régulait, on leur demandait la puissance, et après, nous, on régulait, mais donc il y avait une équipe. Il y avait une équipe turbine, alors. L'équipe turbine aussi. Alors, parce qu'il faut vous expliquer, le profil socio-professionnel de l'Onera en général et du centre de Modane, ça n'a rien à voir avec l'industrie. C'est en gros à Modane, un quart ingénieur et cadre, moitié technicien, un quart ouvrier employé. À la louche. Ça n'a rien à voir avec Trimet ou je ne sais. Oui, ce que je veux dire. Et à l'époque, les ingénieurs et cadres, il n'y en avait aucun originaire de la région. De toute ma carrière à Modane, je n'ai connu qu'un seul ingénieur originaire de la région. Pour motiver des gens de la région parisienne à venir travailler à Modane, c'était pas évident, montagne et tout, loin de tous les grands centres, les salaires, il y avait une prime de 25% sur le salaire. Et donc, il y a des ingénieurs qui se sont déplacés, qui sont venus habiter à Modane. On leur a construit des villas. Donc, il y avait les villas de l'Onera, qui existent encore, mais maintenant elles sont vendues parce que l'Onera en avait marre de faire l'entretien de ces bâtiments. Mais il y a, je ne sais pas, 5, 6 ou 8 villas de l'Onera vers l'ancien hôpital de Modane. Là, il y a des paquets de villas qui appartenaient à l'Onera, dans lesquels habitaient les ingénieurs de l'Onera. Si vous voulez, dans tout ce qui était opération sur la machine, la dame qui travaillait avec moi était du Bourget, moi j'étais d'Avrieux. Donc après on avait le chef opérateur, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui nous supervisait et qui lui était de Modane. Donc c'est toujours la région. Et par contre après dans les programmeurs, il y a eu des gens de Grenoble, il y a eu des gens, parce que si vous voulez à l'époque on n'avait encore pas des jeunes du coin qui se formaient pour ce genre de travail. Donc on prenait des gens à Grenoble, un peu partout. La seule chose qu'on avait peut-être à l'époque, c'est qu'on disait on est là, on va faire carrière. On va travailler avec l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est plus on veut faire carrière pour nous, et puis on va se faire une petite formation pendant 2, 3, 5 ans, puis après on essaiera d'aller ailleurs. À l'époque, on se disait non, on veut rester ici. Et l'idée, c'était bien de s'enraciner, et puis éventuellement de changer de service si on veut vraiment compléter les choses. Mais c'était pas de partir. Moi, j'ai jamais eu vraiment l'idée de partir. Moi, on me disait toujours, quand on arrive à Modane, les gens y pleurent, parce qu'ils veulent vite repartir. Mais c'était tous les fonctionnaires qui arrivaient ici. Et puis, 2 ans après, quand ils arrivent, ils pleurent, ils demandent leur mutation. 2 ans après, ils ont leur mutation, ils pleurent parce qu'ils ne veulent plus partir. Moi, j'habitais à Modane, donc on avait un bus qui nous récupérait le matin, qui nous ramenait à midi, qui nous reprenait à 13h30 ou 14h, je ne me souviens plus exactement, et qui nous ramenait le soir, quand on avait fini la journée de boulot. Qui nous ramenait, il y avait le bus qui assurait ça, mais quand on faisait des heures supplémentaires, et quelquefois qu'on travaillait jusqu'à 11h, minuit, alors maintenant c'est le cas tout le temps, mais il y a plusieurs équipes. À l'époque, sous le Bandinalpi, on disait on est obligé de travailler toute la nuit. Et donc, il y avait des transports spécifiques du centre. Donc, il y avait des chauffeurs du centre. À l'époque, il y avait un garage au centre. Il y avait des chauffeurs du centre
qui nous amenait. Et il y avait même, à l'époque, il y avait une ambulance du centre. Et donc pouvaient bénéficier les familles des agents du centre. C'est-à-dire que si on avait quelqu'un de notre famille qui tombait malade, on pouvait appeler l'ambulance du centre et hop, c'est lui qui assurait le transport à l'hôpital le plus proche, ou à Saint-Jean ou à Chambéry. Voilà. Marcel Pierre avait fait une étude 3-4 ans avant la guerre, par là, en essayant de montrer au gouvernement de l'époque, de la France, que ça vaudrait la peine de faire un centre d'essai de qualité, etc. Donc il avait déjà eu des activités de proposition, quoi. C'était vague, il n'y avait rien de fixé. Et à la fin de la guerre, il s'est rendu compte que en Autriche, donc, il y avait exactement le projet qu'il avait en tête, en somme, à peu près, enfin, ça rentrait dans la catégorie de ce qu'il recherchait, qui était, alors il faut dire la vérité, complètement étudié par les Allemands. L'étude était terminée. Les Allemands sont de très bons aérodynamiciens, hein. Donc c'était du travail de qualité, et toutes les pièces essentielles étaient déjà quasiment déposées pour la construction. Et c'est un truc qui était assez boosté d'ailleurs par je ne sais qui, les responsables allemands, parce que Hitler voulait absolument qu'on ait rapidement des développements des V1, V2, là, des armements pour aller taper sur l'Angleterre et sur les Grandes-Bretagne et la France, quoi. Dans les premiers temps de l'office, et donc du centre de Modane-Avrieux, l'obligation qui est faite, c'est de rattraper le retard qui a été accumulé pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous voulez, en 1938, la position de la France est assez bonne sur les plans des capacités techniques, et puis la guerre stérilise tout ça, alors que les autres grandes nations aéronautiques, elles font des progrès. Donc il faut rattraper. Et à ce moment-là, je dirais qu'on met les moyens. Il n'y a pas de... Ensuite, le retard qui est accumulé est tellement important qu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'ONERA fonctionne presque, du moins dans le centre, fonctionne presque comme une administration. On ne se préoccupe plus, dans le fond, tellement de faire des économies de bénéfices, parce qu'il y a tellement d'essais que le problème, c'est d'arriver à les enchaîner, et les moyens arrivent, parce qu'on veut rattraper le temps. Adolescent. Alors, moi, j'ai vu bâtir l'ONERA. Ouais. Moi, j'ai vu arriver les... bon, j'étais jeune, mais ça a dû démarrer en 49, 48, 49 ouais. À peu près. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros chantier de terrassement, les gradères, les bulldozers, ça tournait partout. Et puis la soufflerie S1, parce qu'on parlait que des seins. Hein. Puis nous, vous savez, on ne savait pas vraiment ce que c'était qu'une soufflerie, on était un bout de la vallée. Là. Il y a eu des oppositions, comme ça peut être normal. Hein. Oui. Le personnel, les personnes, les Savoyards, là, ils disaient, attendez, les vaches vont plus faire avoir de veau, tout, enfin, des discussions qui rendaient difficile, quand même, à un moment donné, la décision, quoi. Oui. Et puis, l'État a été assez autoritaire à un moment donné, on y va. Il y a une phrase là-dedans qui m'a bien amusé. Ils ont eu l'autorisation, la soufflerie était quasiment terminée. Donc des essais, sous la supervision effectivement d'un ingénieur. Ou d'abord d'un technicien supérieur, ouais. Un ingénieur chef de groupe. Ouais. Et on faisait le boulot, bon, c'était pas un boulot marrant des fois, hein. Ouais. C'est lire des multimanomètres, 60 tubes de mercure alignés, alors toc, là, enfin, ouais. Photographier, top, et ensuite on restituait ça dans une chambre noire sur un écran. Il fallait lire ça, pour la vue, c'était pas... Ouais. Et puis après on faisait des calculs, avec au début carrément la machine presque de l'épicier, là. Puis rapidement, ça s'est amélioré, une machine... À l'époque, les mesures de pression sur les voilures et tout ça, c'était mesuré par ce qu'on appelait des multimanomètres. C'est-à-dire que c'était des tas de tubus avec du mercure dedans, qui étaient reliés à des mesures de pression
qui était faite à plusieurs endroits sur une voilure. Et donc, on filmait, on démarrait un essai, on filmait, pour mesurer les pressions, on mesurait en fait les colonnes de hauteur de mercure en plusieurs zones de la voilure, et ces colonnes de mercure, elles étaient dépendantes de l'endroit où on avait mis la mesure de pression. Mais alors, il sortait des rubans perforés, qui étaient les résultats de toutes les mesures qui avaient été faites sur la maquette, quoi. Alors le personnel, là, il mettait ça comme il faut, etc. Et il a envoyé ça par, je ne me rappelle même plus comment, par un lecteur, s'il est, et la bande perforée était reproduite à Paris, où était le centre de calcul. Alors, dans les meilleurs décors, admettons que ça marche bien, tout ça, il recevait la bande magnétique, c'était la Rafale numéro 32, bon, hop, il allait au centre de calcul de Châtillon, et puis il renvoyait des bandes magnétiques, je ne me rappelle même plus très bien comment ça se passait, les résultats, et le mec, le client, il avait 2-3 jours après, les résultats. Là où je félicite la direction, etc., et les gens qui ont pris des initiatives, c'est qu'il faut absolument qu'on ait un centre de calcul à Modane. Alors, le premier centre de calcul, vous avez vu les bâtiments. Moi, le premier centre de calcul que j'ai vu à Modane, j'étais encore un ingénieur d'essai, je crois, ou quelque chose comme ça. Il fallait un bâtiment énorme à 15 degrés, là, autrement ça ne marchait pas, etc. Et puis maintenant, c'est rikiki, quoi. C'est un truc de rien du tout. Après donc ce VAX, on a eu un Iris 780 qui était vraiment la grosse machine de C2I. C'était un biprocesseur, il y avait donc 2 unités centrales, mais dans la salle d'ordinateur qui faisait 10 mètres de long par 8 à peu près 8 de large, on ne passait pas entre les machines. C'était, il y avait, il y avait, je ne sais pas combien de baies mémoire, c'était tout des cartes informatiques, enfin informatiques, non, circuits imprimés. Donc quand il y avait tellement de baies, on avait souvent des problèmes. Oui, voilà. Donc là, on avait souvent des techniciens spécialisés qui venaient de Grenoble, donc la machine était arrêtée une journée voire plus. Parce qu'ils ils passaient leur test, il fallait trouver exactement la carte qui était défectueuse, et c'était bien souvent un travail. Donc dans ce cas-là, on était un peu arrêté. On a commencé à faire, à l'époque, on avait même un secrétariat. On écrivait tous nos comptes rendus d'essai, ce qu'on appelait les PV d'essai, on les écrivait en manuscrit, on les filait au secrétariat qui tapait tous les trucs, qui dactylographiait, oui. Et puis, progressivement, on se tapait l'écriture de nos documents nous-mêmes avec les ordinateurs, moyennant quoi, après, derrière, on l'envoyait à un chef, qui l'envoyait à un autre. Ça revenait, et donc, à chaque fois, il y avait des tas de corrections, mais c'était pas plus simple, mais peut-être plus précis dans la définition des choses qu'on avait écrites, quoi. Donc, une fois qu'on avait écrit un document, qu'on le filait au secrétariat, s'il fallait faire une modif, c'était un peu plus long, quoi, voilà. Des essais, il y avait souvent un arrosage, si le client était content. Bon. Et il a dit, écoutez, quand je viens chez vous, je préfère payer le Ricard ou le pastis que l'eau, hein, parce que ça me coûte beaucoup moins cher. Parce que nous, on faisait tourner toutes nos turbines et tout avec les conduites forcées de l'EDF. À l'eau arrivée, il y a à peu près 800 mètres de chute. Bon, mais ça fait 80 kilos, il valait mieux pas mettre les mains devant, hein, parce que... Et sous un débit maximum de 15 mètres cubes par seconde. Donc... Enfin, ça, on a déjà dû vous le dire, hein, la soufflerie S2, par exemple, c'est 88 000 chevaux. Hein. D'accord. Et ça, c'est deux ventilateurs contrarotatifs de 55 000 chevaux chacun, qui font 14 mètres de diamètre. Ouais. Tous ces essais qu'on a commencé à faire en 67, 68, 69, bien avant même, se faisaient essentiellement avec de l'air. C'est-à-dire qu'on comprimait de l'air dans des ballons. À l'époque, pour notre installation d'essai, il fallait beaucoup de débit et on utilisait un stockage d'air comprimé qui avait été créé pour la soufflerie hypersonique S4, un stockage d'air comprimé à 400 bars. Donc il y avait ce qu'on appelait un surpresseur qui gonflait 40 bars à l'heure, c'est-à-dire que quand on voulait gonfler... pour gonfler tout le stockage, il fallait carrément une demi-journée.
et on faisait 2 essais au banc d'Inalpi par jour. Donc, et puis une fois qu'on avait fait un essai, il fallait attendre que de nouveau le stockage soit plein pour pouvoir en faire un autre. Quand on mesure un capteur de pression, pareil, on a un signal. Mais des fois, il peut y en avoir 200 capteurs de pression sur une voilure, une grande voilure. Donc il faut bien que quand on fait une pression sur un des capteurs, ce soit bien le bon capteur qu'on est en... Voilà. Donc en général, déjà, tous ces capteurs, pendant la préparation, ils sont reliés par un petit vinyle. C'est un petit tube en plastique jusqu'à la prise de pression sur l'aile. Et après, il y a un signal électrique qui va jusqu'à la chaîne de mesure, jusqu'à l'ordinateur d'acquisition. Donc ce qu'on fait en général, on souffle dans le petit trou, puis on vérifie bien qu'au final, c'est le bon capteur qui répond et qu'on a la bonne pression en pascal sur ce capteur-là. Et puis, il faut aussi que quand on bouche ce trou, on met de la pression en bouche, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas une fuite. Voilà, c'est bien la pression qu'on veut mesurer. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que des fois, la préparation, elle peut durer 1 ou 2 mois. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des grosses voilures d'Airbus où il peut y avoir jusqu'à 500 ou 900 prises de pression. Donc là, il faut quand même pas qu'on se mélange les pinceaux. On utilise des méthodes éprouvées et connues, mais on adapte aussi, alors au niveau de la soufflerie, mais au niveau de la chaîne de mesure, on adapte à l'essai. Comme un artisan, il utilise du savoir-faire et des méthodes éprouvées, mais il fait à l'unité. Pour vous dire, on appelle maquette quel que soit ce qu'on met dans la soufflerie. C'est une maquette. Donc la maquette est fixée, parce qu'on ne peut pas la laisser léviter, elle est fixée par, en général, ce qu'on appelle une balance. Une balance, c'est quelque chose qui sert à mesurer les efforts et les couples, les forces et les couples. Et puis, on barde la soufflerie, la maquette et aussi la soufflerie de capteurs un peu en tout genre. Donc, on y met aussi beaucoup des thermocoupes, des capteurs de pression, voilà, des sondes, des machins. Voilà. Secret absolu. Quand on vous a recruté, on vous a... Il y avait un poste de garde avec une vingtaine de gardiens nuit et jour, le pistolet à la ceinture, des chiens loups, et qui faisaient des rondes la nuit. On ne va pas en dire trop à ceux qui n'ont pas besoin de le savoir. Il n'y a pas de secret vraiment entre nous, mais on ne va pas diffuser les choses pour rien. Vous voyez un peu, c'est plus ça. Hein. Alors, sur une attitude de réserve et de... Oui, c'est rare qu'on m'ait dit « t'as pas à savoir ça », mais non plus, j'allais pas, mais on ne m'a pas exposé tous les tenants et les aboutissants en détail, et puis je n'ai pas toujours été posé les questions qui auraient mérité une réponse trop confidentielle. Puis d'un autre côté, on a dû signer un engagement de secret, etc., donc on est tenu au secret vis-à-vis de l'extérieur. D'ailleurs, je dois dire que pour la confidentialité, les civils sont aussi exigeants que les militaires, mais avec les militaires, les échelles de confidentialité sont définies de façon très explicite, et quand l'échelle de confidentialité a été choisie, tout ce que ça implique est connu d'avance, il n'y a plus qu'à remplir des cases. Les civils ont les mêmes niveaux d'exigence, mais ils n'ont pas toujours un inventaire complet de ce qu'implique ce qu'ils demandent. Donc c'est des fois un peu plus compliqué avec les civils, mais leurs exigences sont de même niveau. Et on leur dit toujours, c'est le secret. Vous ne dites rien à l'extérieur. Vous n'allez pas dire qu'on est en train de faire des essais américains. C'est pas le moment. Hein, c'est pas... Et ça leur donne une espèce d'auréole, quoi, et de responsabilité. Et je crois que... Alors je vous disais, en exagérant, là, du coup, c'est toujours si on ne se disait pas, il faudrait quand même modifier, que ça brasse un petit peu. Que le personnel se renouvelle. Mais moi, c'est un plaisir. J'ai jamais eu de... C'est même dans les... Il y a forcément des moments durs, des grèves et des machins. Mais j'ai toujours trouvé ça agréable. Quand je suis arrivé, il y avait un comité local d'action sociale.
Il y avait au niveau de l'ONERA un comité central d'action sociale et au niveau local un comité local d'action sociale. Il y avait aussi l'ASCO, l'Association sportive et culturelle de l'ONERA. Donc ça, c'est des choses qui existaient, qui marchaient. Et alors ça, on faisait ski, montagne. Moi, j'ai fait du tennis de table pendant 10 ans. J'ai été classé au niveau national, petit classement, 45. Enfin bon, on allait jouer à Thonon, Évian, Grenoble. Puis alors, entre jeunes, des gens qui avaient entre 20 et 40 ans, là, le ski, la montagne. Moi, j'étais resté, je ne voulais pas aller à Paris pour ça. Moi, Sologno, j'avais découvert la montagne à Grenoble en tant qu'étudiant. Et je ne voulais pas aller à Paris. Tous les ans, toutes les boîtes de l'Europe qui travaillent sur Ariane Espace faisaient un cross. Donc, il y avait le ski. Nous, on avait les skieurs. Et une course à pied, donc, mais qui réunissait plus de 1000 personnes. Enfin, le machin, un cross avec plusieurs. Et du coup, j'étais en Espagne, en Suède, enfin, dans tous les sites où il y a Ariane. D'accord. Donc voilà. Ah oui, ça et s'appelle. l'Ariane Cross. L'Ariane Cross. Ah, vous avez entendu parler mercredi. Ah ouais, c'est qui vous avez parlé? Marc, ouais. Ouais, marrant qu'il ait parlé de ça, parce que lui, il n'était pas dans le truc, mais bon. Oui, mais il me l'a évoqué. Ah ouais, bah c'est marrant. Parce qu'en fait, moi, après, j'avais eu l'idée, j'avais un peu lancé ça, puis après, de le faire ici. Mais c'était un truc un peu, quand même, il fallait accueillir plus de 1000 personnes de toute l'Europe, quoi. Et du coup, on l'a fait, on a réussi à le faire. Il y a eu des difficultés, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas chauds. Après, il y avait des gens, ils étaient assez... ils aimaient bien rester un peu entre eux, quoi. Dans leur vallée. Il y avait quand même ça. On essayait un peu de pousser, mais il y avait quand même. Moi qui suis pas de la vallée, quoi, tu sens quand même que des fois, il y a le machin. Après, c'est une qualité et défaut, quoi. Tous les têtes pensantes des syndicats, c'était quand même des ingénieurs ou des techniciens. Oui, c'était. Et donc, ils avaient beaucoup d'influence. Parce que même à Paris, les syndicats étaient très très forts. Et ça a permis d'obtenir. Vous avez eu des. Enfin, ça a permis d'obtenir voilà, des acquis, il y a eu des grèves. Il y a eu des grèves, plus ou moins suivies, mais il y a eu des grèves. Et bien souvent, il y avait le directeur de Paris qui venait. Et moi, je me rappelle, souvent, on a eu gain de cause. Donc, je vous dis, les syndicats à l'époque avaient quand même beaucoup plus d'influence qu'actuellement. Avant, il y avait une douzaine de personnes qui étaient gardiens. 12 personnes qui étaient gardiens. Et ça, je ne sais pas si c'est à la même période. Voilà, ça a changé aussi quand ils ont décidé de prendre une société de gardiennage. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout des gens de l'ONERA, quoi. Alors qu'avant, c'était des gens de l'ONERA. C'est des gens de locaux qui étaient là depuis des années. C'était, en fin de compte, quand l'ONERA a commencé en 1950, il y avait comme de la difficulté à embaucher des gens du coin. Les gardiens, ils étaient tous du coin, quoi. C'était des gens, il y avait les gardiens, ceux qui travaillaient au garage, un peu la maintenance, enfin, voilà. Là, c'était des gens du coin. Après, des techniciens d'ingénieurs du coin, ils n'en trouvaient pas, il fallait faire venir. Voilà. Donc il y avait quand même du travail pour les gens du coin. Et surtout, on sentait qu'ils étaient avec nous, quoi. Aujourd'hui, enfin, moi, ça fait, je sais pas combien, ça fait 10-15 ans qu'il y a plus, peut-être même plus, c'est plus des gens de l'ONERA qui font le gardien. Et même à l'époque, ça change le rapport. C'est plus les mêmes, parce que c'est une société, ils les changent, on ne sait même pas quand ils changent, quand ils ne changent pas. Quand il y avait un nouveau gardien avant, on le savait, il y avait une note de service qui annonçait, puis ils faisaient partie de l'ASCO, ils faisaient partie de ci, ils faisaient partie de ça. Voilà. Ils votaient pour les élections. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini ça. Et là, je crois qu'ils étaient une douzaine, donc ça fait 12 ans moins, qui ont été petit à petit remis un peu dans les installations. Il y en a qui n'ont pas pu. Il y en a qui sont allés au garage, il y en a qui sont allés faire un peu de montage, mais c'est vrai que c'est un changement. Et même à l'époque, je me rappelle, même les gens de la cantine, c'était des gens de l'ONERA, même s'ils n'étaient pas officiellement l'ONERA, mais c'était des gens, ils étaient partis comme nous, quoi. Je ne sais même pas si on ne leur donnait pas le droit de venir aux arbres de Noël de l'ONERA ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui se passaient à l'époque.